Je me présente, moi je suis Jérémy Goupil, je suis développeur depuis 2009, alors principalement sur du Java, JavaScript et assez récemment sur le TypeScript. Qu'est-ce que je fais chez Arola? Je suis consultant, donc je développe, hein, je suis là, hein, je suis, tech lead, front, chez Nexity, donc pour un de nos clients. Et là, je fais une application from scratch, donc voilà, je fais aussi un peu d'archi, applicative et cetera. Sinon, je suis formateur, donc je fais notamment sur la formation crafting front-end. Donc n'hésitez pas si, cette présentation, vous a plu. Voilà, il y a une formation chez Arola pour, venez pratiquer avec nous. Vous allez voir, on rentrera plus dans le détail, heu, dans cette formation. Sinon, je fais aussi passer des entretiens techniques. Voilà, voilà pour moi. Arola, c'est quoi? C'est une société de conseil créée en 2009. On a un peu plus d'une centaine de passionnés. Effectivement, on fait pas mal de meet-up internes, externes. Je sais qu'il y en a qui font aussi, speaker dans les conférences. On a quelques partenaires, notamment Microsoft. Il y a un blog et vous pouvez aller regarder les formations sur le Arola Training. Voilà. Qu'est-ce qu'on va avoir au programme? Alors, Mmh. effectivement, c'est un peu flou, mais c'est fait exprès. En gros, mettez votre harnais, c'est tout ce qui va concerner les bonnes pratiques. En fait, il y en a quelques-unes qui existent déjà. Il y a des outils qui vont vous permettre euh, d'améliorer votre code, en fait. Donc, notamment, on verra hein, les linters, les formateurs, etc. Un pas après l'autre, en gros, c'est moi, ce que je préconise, alors c'est mon avis personnel, mais ce que je trouve, qui m'a beaucoup aidé, c'est, de développer le front, en gros comme des Lego, donc composant par composant et puis ensuite on les assemble, voilà. Tester, ne doutez plus, là on va rentrer dans les tests, hein, comment on écrit les tests, quels sont les différents types de tests, c'est quoi TDD et cetera. Une histoire autour du feu, là c'est plutôt côté, BDD. Donc là, ça va être plutôt autour des justement, tester mais sous forme d'histoire, donc en gros les scénarios et cetera, enfin vous verrez. Planter drapeau, là, c'est plutôt pour les tests end-to-end, donc en gros, voilà. Et ensuite on verra, coder mieux mais coder peu mais coder mieux, là, c'est plutôt tout ce qui va être clean code, YAGNI, KISS et cetera. Et puis en général, c'est de partager et cetera, mais on verra tout ça à la fin. C'est un beau programme. Je rajoute Alors juste une petite, précision. Dans le chat, on prend les questions, au fur et à mesure s'il y en a et si, voilà, vous voulez pas «mélanger» entre guillemets dans le chat, il y a un onglet spécial questions. On essaiera de les prendre, ah enfin oui, c'est voilà, bon, je les vois. je serai vigilant en tout cas, sur ça. Donc vraiment sentez-vous à l'aise aussi, on aime bien que ces webinaires, ce soit aussi des Les espaces couleurs d'échange. piquant, on voit bien. OK, ça marche. On donc Donc le vas-y. harnais, en fait, c'est des bonnes pratiques, hein. C'est, utiliser un gestionnaire de sources, ça va vous aider quand même, de pouvoir, voilà, de faire des commits, des micro commits et cetera. Utiliser des outils de lint, c'est ce que je parlais tout à l'heure. Donc, le slint standard, en fait, ça va être des outils, qui vont vous signaler dans l'IDE, en fait, certaines règles à respecter. Et c'est plutôt pas mal comme on travaille, normalement en équipe, c'est plutôt pas mal d'avoir ce genre d'outils, pour que ça puisse nous aider à mieux développer plus sereinement. Commit message lint, oui, on peut aussi, hein. Donc ça permet de formater les messages qu'on va mettre dans les commits, c'est pas mal. Ensuite, utiliser les outils de formatage. En fait, on va passer 80 de notre temps à lire du code. Donc, c'est bien que sur un projet, en fait, on ait tous le même formatage. Tout du moins, on peut l'automatiser, hein. Donc, chacun peut avoir son formatage sur son IDE, mais quand on pousse sur le repo, voilà, il y a c'est préférable d'avoir un outil qui va, formater, qui a un seul formatage, en fait, par fichier, enfin, pour tous les fichiers. Comme ça facilite la lecture. Utiliser un framework CSS, alors là, c'est plutôt dans le cadre, si vous développez un projet en entreprise. Généralement, hein, il y en a. Nous, par exemple, c'est Bootstrap, mais il peut y avoir du matériel ou d'autres. C'est quand même mieux c'est pareil, c'est un peu comme le formateur, hein,
Ça permet de tous voir la même chose côté CSS et préférer un langage typé ou une lib pour vérifier. Donc ça va être comme on est en JavaScript. Le JavaScript, il est assez permissif et parfois, ouais, c'est quand même préférable de créer des types, des interfaces. Ça permet de vérifier les types d'entrée, des fonctions, etc. Donc là, c'est un peu, voilà. Ensuite, on avait dit baby step, faire un pas par pas, c'est CDD. En fait, je sais pas si vous connaissez, Component Driven Development. Alors souvent, on va développer avec un framework ou une lib. Donc, notamment, il y a les web components. Donc là, c'est avec du JavaScript Vanilla, React, je pense que vous connaissez, Angular, Vue et autres. Et donc, comment ça se passe? En gros, c'est un peu comme ça a été inspiré de l'Atomic Design. Donc ça, c'est plutôt côté UI. En gros, ils vont organiser le CSS avec des molécules, donc plus petits pour les composants et ensuite un peu plus gros. Et en fait, on va faire un peu pareil. On va développer donc les petits composants, un bouton, etc. Et ensuite, on va les assembler. Et donc, moi, ce que j'aime bien, c'est de créer nos composants en dehors de l'application. Alors, ça peut être quand je dis en dehors de l'application, c'est de commencer à les développer sur Storybook, par exemple. Voilà, ça permet de se concentrer vraiment sur le composant, de le rendre plus ou moins générique. Il n'y a pas de code métier dedans. Du coup, ça permet vraiment de découpler. Et en fait, moi, je vois une application front, donc la SPA, c'est une vraie application. C'est-à-dire qu'il y a une partie back-end qui va être les services, les mappeurs, etc. Et puis la partie front-end, vraiment les composants. Ouais, c'est quand même mieux de les développer de façon indépendante. Alors, sans tenir compte de comment il fonctionnera avec d'autres composants. Oui, parce qu'en fait, on va rajouter la glue. En fait, on va avoir nos composants qui sont vraiment séparés, qu'on va pouvoir réutiliser. Et après, effectivement, on va pouvoir les utiliser. Et bon, après, vous pouvez, en fait, il y a les composants basiques, comment je pourrais dire, en fait. Par exemple, moi, j'utilise React Bootstrap actuellement. Donc, en fait, c'est la librairie de composants de base. Et ensuite, je vais avoir mes composants applicatifs. Donc là, effectivement, je vais rajouter des états, l'appel de mes services, etc. Ensuite, au niveau des tests, oui, voilà, il y a les composants DOM, les smart. En gros, c'est préférable d'avoir un composant qui a pas de logique métier. On la rajoute et on lui passe en properties. Donc ça, c'est pour ceux qui font du React. Mmh. Parce que moi j'avais Après, une juste petite, remarque, enfin ou question par rapport à ce que tu disais avant sur Storybook. Est-ce que ça veut dire que tu préconises, Storybook? Est-ce que c'est le plus facile d'appropriation, le plus complet, le plus mature? je pense que c'est celui qu'on connaît, je pense que c'est celui qui est le plus connu. Après, il y a OK. d'autres outils, il y a Bit. Ça OK. permet vraiment en gros, le but, c'est d'avoir vraiment son catalogue de composants et ensuite qu'on va pouvoir réutiliser dans notre application pour créer nos composants, plus métiers, cette fois-ci. Voilà et ensuite, OK. Ça marche. Je te remercie. ensuite pour les tests, oui, alors un test, ça sert à quoi? Ça sert à valider le comportement attendu. Ça nous permet de détecter des bugs, plus rapidement. Alors quand je parle de bugs, ça va être des bugs, plutôt algorithmiques ou, des bugs techniques, des choses comme ça. Et ça nous permet un refactoring tranquille, plus ou moins tranquille. Au niveau des tests, il y en a toute une ribambelle, hein, voilà, tests d'intégration, les tests unitaires, et puis les tests d'acceptance et les tests end-to-end. Donc ça, c'est les plus connus, mais il y en a beaucoup d'autres, hein. Mutation testing, SEO, pour la sécurité, pour les perfs, etc. Mais on va regarder moi je préconise quand on commence à faire du testing, c'est de se concentrer sur les trois plus gros, qu'on connaît mieux, c'est les tests unitaires. Donc ça va être quoi? Ça va être, je vais tester une fonction. Par exemple, voilà, est-ce que j'ai du stock? Donc ça va me retourner true ou false en fonction de ce que je vais lui passer. Des tests d'intégration. Donc là, par exemple, c'est je vais réutiliser ma fonction est-ce que j'ai du stock pour justement activer ou désactiver un bouton. Par exemple, là on voit le plus. Ensuite, les end-to-end. Alors les tests d'intégration, ce que je considère tests d'intégration,
Voilà, on peut tester 2 composants, par exemple, le comportement de 2 composants. Donc, un composant et un état qui va avoir un impact sur un autre. Mais pas seulement, on pourrait très bien tester en fait, un use case utilisateur, sauf que les données, en fait, on va les moquer. Voilà. Pour moi, en fait, voilà, c'est un peu les 2 types de tests d'intégration. Et après, si on va sur les tests end-to-end, la différence entre le test d'intégration, c'est-à-dire le scénario avec les composants moqués, c'est que là, on va faire les tests end-to-end sur un environnement de recettes généralement, avec les vraies données. Voilà. Et donc là, effectivement, bon, bah voilà, souvent c'est un petit scénario, l'utilisateur se connecte, il ajoute des produits dans son panier, il valide la commande et ensuite, bah, il est redirigé quelque part. Alors je vois qu'il y a des questions ou des remarques. Un test, ça peut servir à développer le comportement, effectivement. Test unitaire, une portion de code, effectivement, bon, on va regarder tout ça. Alors pour les tests, bah, c'est bien d'avoir une librairie de tests ou un framework avec un runner. Alors moi j'utilise Jest, mais il y en a d'autres, hein. Il y a Vue.test, je crois, enfin voilà, il y a toute une ribambelle. Mais en gros, ça va nous aider à piloter nos tests, à les écrire et surtout à les jouer. Donc là, on voit par exemple un test, hein, on va décrire ce qu'on veut tester, on va créer des inputs, on va tester notre méthode et voilà, on va dire, bah, je m'attends à voir ça. Donc, si on connaît pas trop les tests, etc., souvent on est bloqué et donc du coup on n'en fait pas. Et donc, moi ce que je recommande, c'est, il y a un type de test qui n'est pas un test unitaire ou un test d'intégration, etc. Mais par contre, ça va vous aider à vous assurer que les différents états de vos composants, bah, c'est bien ce que vous attendez en fait. Et donc pour ça, je trouve que le snapshot, enfin le test snapshot est plutôt pas mal. Donc en gros, ça consiste en quoi? Ça va consister à créer notre composant avec un état particulier. Donc ça peut très bien être un composant statique dans un premier temps. Vous créez un snapshot, ensuite vous créez un deuxième test vous attendez un deuxième état, vous créez aussi un snapshot et puis voilà, vous itérez en fait. Et donc du coup, vous allez commencer à remplacer bah, les données statiques par des propriétés, des mocks. Et puis petit à petit, voilà. Donc c'est ce que je disais, snapshot c'est utile, c'est rapide, c'est efficace, c'est pas des tests unitaires, et ça va vous aider pour le refactoring, effectivement. Mmh. Et une petite Donc on en question par parlait rapport tout à à ça, l'heure, ouais. Jérémy, pardon, dans le chat, quelqu'un qui demande: «Est-ce que c'est pas verrouiller l'implémentation que de faire des tests, snapshot?» Si Verrouiller j'ai bien compris. l'implémentation. Alors implémentation dans quel sens? Puisqu'en fait ça va prendre la photo, pas forcément, non. Mmh. En fait, on va pouvoir les mettre à jour et donc quand un test snapshot, échoue, faut bien regarder, il faut pas le mettre à jour tout de suite, faut bien regarder si, par exemple, on rajoute une div ou un truc comme ça, bah, est-ce que c'est bien ce qu'on souhaitait? OK. Voilà, donc par exemple, si vous snapshotez, je sais pas, une liste d'items et que vous commencez à modifier un peu l'item, effectivement, le snapshot sur la liste d'items, bah, va être différent, donc ça va vous le signaler et du coup, vous jetez un petit coup d'œil et voilà, si c'est bien ce que vous vouliez, bah, vous le mettez à jour. Sinon, bah, non, il faut regarder de plus près qu'est-ce qui s'est passé. Donc Storybook, pour ceux Mmh. qui savent pas à quoi ça ressemble, donc ça ressemble à ça. Heu, Ce qui est top, c'est qu'en plus, ça permet de partager la connaissance et puis, donc c'est visuel. Donc, bah, quand on développe des composants, web, c'est quand même bien de enfin moi je trouve que c'est bien. Je préfère quand c'est visuel et après effectivement, on pourra rajouter des tests, un peu plus techniques, qui vont couvrir beaucoup plus de choses. Et donc le storybook, effectivement, on va commencer par créer notre composant. On va pouvoir décliner plusieurs états, puis après, par la suite, on peut tester plusieurs navigateurs, et cetera. Donc est-ce que ça veut dire que les personnes qui vont utiliser Storybook, ça va être principalement des devs? Ou est-ce qu'il y a des UI, qui peuvent être impliqués là-dedans? UX Exactement. pardon, ouais. En fait, bah, le dev, lui, va développer son composant
Il va pouvoir partager ça avec le métier, par exemple, pour lui présenter, voilà, le composant que tu attendais, il est là. Est-ce que c'est bien? Il pourra partager aussi, discuter. Ça pourra faire une discussion avec l'UI qui pourra checker en fait la bonne intégration du style, par exemple. Mmh. Donc voilà. Et ça permet OK, les échanges entre différents types de profils dans l'équipe. Et je trouve c'est que c'est OK. vraiment pas mal Est-ce qu'on sur peut dire certains. que ça permet d'aller à un niveau de granularité plus poussé que, si tu prends par exemple Figma où là c'est des maquettes plus globales, des screens, là en fait tu vas vraiment en profondeur et tu extrais des composants pour les réutiliser et ce genre de choses? Est-ce que c'est à peu près ça ou je me trompe complètement? Ouais, ouais, en fait, c'est presque un complément. C'est-à-dire que D'accord, Figma, on va récupérer tout ce qui va être la partie statique, les styles, etc. On va créer nos composants, donc là, ils vont devenir plus ou moins dynamiques. On va les mettre dans notre storybook, on va pouvoir partager ça justement avec la personne qui a fait l'UI, lui OK. demander de valider plus ou moins si c'est bon, ça a bien été intégré. Et puis pour le métier, comme ça, il peut tester avant que ça soit intégré dans l'application. Et parfois, en fait, sur les composants métiers un peu imbriqués, genre des formulaires, etc., et en fait, ils vont pouvoir tester et ils vont s'apercevoir que, ah bah non, finalement, l'UX, donc le user experience, il est pas terrible finalement. Et donc du coup, il va Mmh. pouvoir rapidement changer deux trois trucs dans le formulaire. Donc ça, c'est D'accord. plutôt pas mal. Plutôt que de s'en apercevoir une fois que c'est poussé sur l'environnement de recette. Mmh. Ça marche. Quelle approche pour faire les tests? Alors il y en a plein, hein, donc ça c'est ce qu'on fait tous, hein, généralement, même sans le cornet, souvent et avec la glace. Donc on fait du test manuel, hein, on crée notre code et puis on regarde si ça fonctionne. Hem, alors ça c'est bien, mais alors attendez, si vous faites ça, il va falloir développer une compétence. Alors je vais repartager l'écran parce que je peux partager qu'une fenêtre. Tu peux je pense que tu peux faire l'écran, tu dois avoir une option, qui fait l'écran entier. Tac, qui fait l'écran entier. OK, ça marche. Du coup, si vous faites ça, si vous faites que des tests manuels, à un moment donné, vous allez vous retrouver comme ça. Alors ça m'est arrivé, hein. Et donc là, il y a le PO et il y a le testeur, hein, qui ont commencé la recette. Et du coup, ouais, il va y avoir des allers-retours. Voilà, donc c'est bien, c'est sympa, mais bon, au bout d'un moment, on est fatigué. Le PO et le testeur, ils sont fatigués, toute l'équipe est fatiguée. Euh, donc c'est pas vraiment une bonne pratique. Par contre, faut pas oublier de les faire quand même. Si je reviens sur mes slides, tac. Donc du coup, ça, c'est à éviter. Alors il y a une autre approche, c'est la pyramide des tests. Je sais pas si vous le connaissez. Donc en gros, c'est Martin Fowler dans un article, donc c'est par rapport à son expérience, qui nous dit, voilà, si on fait des tests, ce qui est pas mal, c'est de faire beaucoup de tests unitaires et ensuite de remonter comme ça petit à petit jusqu'au test manuel. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, à l'époque, ça c'était plutôt pour le langage objet, Java backend. Les tests unitaires, c'est assez rapide. C'est plus rapide et puis et cetera. Quand on monte dans la pyramide, ça devient de plus en plus lent. Heu et puis là, c'est beaucoup plus isolé et ça va, voilà. Le problème de ça, c'est que, jusqu'à maintenant, aujourd'hui, c'est résolu. Mais, il y avait au début, c'était hyper lent de lancer un navigateur et de lancer les tests dedans. Donc effectivement, on se retrouvait dans ce cas de figure. Donc on n'avait pas beaucoup de tests, end-to-end, et pas non plus de tests, unitaires, hein, pas trop, parce que voilà, c'était le début. Et donc, la stratégie de test qui est la plus recommandée aujourd'hui, côté front, en tout cas, c'est de développer, de faire pas mal de tests d'intégration. Donc comme je le disais, avec, des scénarios et des mocks, des choses comme ça. Des tests end-to-end, c'est quand même bien de sécuriser les scénarios qui sont importants. On l'a vu tout à l'heure, par exemple, le scénario de l'utilisateur qui se connecte, qui met un article dans son panier et qui valide sa commande, et cetera, et qu'il est débité ou je ne sais quoi. C'est quand même bien de s'assurer que ce parcours-là, il est vraiment jamais cassé puisque ça peut avoir un impact, plus ou moins énorme sur votre, sur
sur le revenu de la boîte ou, voilà, ou de l'utilisation de l'application. Voilà, donc ça, c'est pas mal. Donc après, si on rentre plus en profondeur dans les tests, alors il y a plusieurs approches au niveau des tests. On l'a vu, il y a les tests manuels. Il va y avoir les tests, en gros, on fait notre code et puis on teste après. Donc ça peut être une bonne approche au début quand on débute. Et pour ceux, par exemple, qui se diraient: «Oui, mais les composants, enfin, je sais pas trop comment tester mon composant et cetera». Moi, je vous conseille de commencer par tester le back-end de l'application front, c'est-à-dire tout ce qui va être, méthode utilitaire. Par exemple, voilà, j'ai un formateur, enfin, je dois formater une string d'un certain type, je sais pas, j'ai un calcul avec des montants et puis à la fin, des choses comme ça. Donc ça, c'est pas mal de les tester. Alors on peut faire en TDD. Le TDD, c'est quoi? Bah, c'est une pratique en fait qui nous dit, en gros, je vais faire émerger mon code qui va partir en production, hem, en faisant des tests en fait. Enfin, je vais commencer par faire un premier test, je vais le lancer, il va échouer. Donc ça, il faut vraiment c'est important parce qu'en fait, imaginons que vous écrivez un test, vous le lancez, il est vert. Donc ça veut dire que quelque part, votre code, il était déjà là et donc peut-être que le test que vous avez écrit, il est pas bon. Donc écrivez toujours votre test en premier, faites-le échouer, et ensuite, bah, il va falloir écrire le minimum de code, pour le faire passer au vert, donc et ensuite l'étape la plus importante, c'est le refactoring, s'il y a besoin. Donc, par exemple, si vous commencez juste votre méthode, ça doit retourner un booléen, true ou false et que vous n'avez pas de if, vous n'avez pas de conditions, de choses, d'algorithmes ou des choses comme ça, bah, il y a peut-être pas besoin de faire du refactoring. Par contre, si vous faites des calculs ou et cetera, bah, il va falloir, tester plus ou moins toutes les conditions et les calculs. Alors ça, je peux vous montrer un exemple, hem, de test unitaire. Alors, par exemple, bah, justement, on a des donc ça, c'est quoi? C'est tiré justement de la formation. En gros, pendant la formation, on va faire construire une application de paris. Voilà, donc il y a des interactions et donc là, ce qu'on voit ici, on va tester en fait les gains potentiels et donc voilà, ça va être des calculs. Donc là, vous voyez, il y a une méthode, par exemple ici, il y a une condition qui retourne 0 et ici, il y a des calculs. Donc bah, on va essayer d'écrire le maximum de scénarios, et de tester en fait, est-ce que ça me retourne bien ce que j'attends? Et donc ça, tu le fais de manière itérative, Alors en au fur et à mesure? TDD, on le fait, Ouais. de manière itérative, par exemple, on va écrire notre test comme ça. La méthode n'existe pas. En fait, on écrit vraiment notre test comme si le code existait. On le lance, il plante. Du coup, on va écrire le minimum de code qui fait passer le test et une fois que ce test-là, il est bon, on va pouvoir, écrire un nouveau test et donc là, ce que vous allez tester, ou c'est quelque chose de technique, donc comme ici, c'est un calcul, ou alors bah, là, on le voit, ça a été écrit en style BDD, mais ou alors ça va être sous forme de story, de scénario et par exemple, on pourrait très bien écrire un test, qui est plus technique, je sais pas, 2 plus 3, c'est la méthode addition, par exemple, ups, égale 5 et donc là, bah, on va se donner, on va se donner les entrées, donc ouh là, bah, c'est même pas la peine. On va récupérer le résultat. Et ensuite, en gros, on s'attend à avoir quoi? Ups. On s'attend à avoir 5.
Voilà, donc là j'ai écrit, dit-on, ça va pas le faire. Donc là j'ai écrit mon test, je vais le lancer par exemple. Donc là je vais lancer tous les tests, mais bon avec les IDE maintenant on peut lancer les tests un par un. J'ai pas enregistré, c'est pour ça qu'il ne me propose pas. C'est un gros calcul. C'est un peu long, hein. Ouais. J'ai une vieille bête, mais ça aide en fait, hein, que ça soit lent. En fait, ça nous permet vraiment de réfléchir. Ça, c'est un conseil de vétéran, dans le développement. En fait, plus c'est lent, plus vous avez le temps de réfléchir à ce que vous faites. Ça sert à rien d'aller trop vite, Voilà, donc là, il me dit quoi? Bah, il me dit addition, je connais pas, je vois pas ce que c'est. Bah, du coup, bah, c'est pas grave, hein, alors, ça va être là, je vais la mettre là. Bah, je vais la créer en fait, hein, je vais me la créer. Tac, donc ça va être, je sais pas, Donc là, tu passes à la deuxième étape de ton cycle où tu fais passer ton test au vert, c'est bien ça? exactement. Donc là, le but, c'est juste de faire passer le test au vert. Alors, j'aurais très bien pu, hein, feinter. En fait, si vous faites du baby step, vous pourrez carrément, vous dire: «OK, si je passe 2 et 3, est-ce que ça me retourne bien Mmh. 5?» Ou alors carrément retourner 5. Si vraiment vous faites Mmh. du vraiment baby step. Donc, mais en fait, ça permet de bien, se concentrer sur ce qu'on fait. Il faut vraiment aller, lentement. Alors là, je vais vite, c'est pour la petite démo, hein, et donc là, si je relance, normalement On devrait être au vert. ça devrait être vert. Voilà, et en gros, le TDD, c'est ça. Et puis après, il y a la phase de refactoring. Donc là, par exemple, si vous estimez qu'il y a quelque chose à refactorer, bah, il faut pas hésiter. Là, par exemple, on aurait pu faire autrement. On pourrait se dire: «Bon, bah, au niveau de la lisibilité, il y a peut-être mieux à faire», notamment peut-être extraire ça, extraire le Redux, et cetera. Mmh. Et ça, Il y a vous plusieurs pouvez le faire parce que vous avez écrit un test qui vous, valide, mmh, le bon fonctionnement de votre méthode. mmh. Bah, comme le disent certaines personnes dans le chat, Alors là, effectivement, je suis en cette notion TypeScript, de bon, feedback rapide est quand même hyper importante, quoi, dans TDD pour avancer comme ça de manière itérative, quoi. exactement, ouais, Mmh. exactement. Bon, là, il s'est viandé parce qu'il manque les types, hein. Mais voilà, donc c'est un peu le Mmh. truc à faire, un peu la Mmh. méthode. Dans les tests aussi, il y a ce qu'on appelle le test double. Hem, En gros, le test double, ça nous permet de faire quoi? C'est que des fois, on va tester et il y a des objets ou des valeurs en fait qu'on va moquer ou qu'on va voilà, qu'on va faire semblant qu'elles sont là, pour nous aider en fait, pour nous faciliter à faire les tests. On en a plusieurs types. Il y a les demi-objects, donc là c'est ici passer une valeur qui existe pas en fait, qui est et ça va nous aider à écrire notre test. Parce que là, ce qu'on voit, c'est qu'on va tester en fait l'erreur et du coup, le numérateur nous importe peu. Là, on va faire des fakes. Alors les fakes, c'est, on va, on va moquer la méthode notify. En gros, là-dedans, on peut écrire, parce qu'au niveau des tests, il faut pas tester l'implémentation, mais il faut tester le comportement. Donc, par exemple, ici, si on met une implémentation qui est différente, enfin qui est toute simple, par exemple, quand on a vu, là, je pourrais retourner 5 par exemple, ou un truc comme ça. Heu, voilà, du coup, c'est pas forcément utile en gros, ici, quand on va utiliser ça, c'est qu'on va tester autre chose que Notify. Voilà.
Je sais pas si c'est plus clair. Mmh. Ouais, c'est qu'en fait, Mais là, par par contre, on a exemple, besoin, voilà, mmh, on a besoin d'avoir que cette méthode nous retourne quelque chose. mmh. Donc là, c'est typiquement le genre de truc où si tu veux, si en pratique ton code il fait, je sais pas, une requête en base ou une écriture en fichier ou un envoi de message avec un RabbitMQ, toi tu vas faire un truc, tu vas faire un faux comportement qui va peut-être juste, mettre un truc dans une, en mémoire. Enfin, c'est pas quelque chose qui t'intéresse, mais tu l'implémentes en gros pour que ton code il fonctionne quoi, que ton test C'est il ça. C'est tourne ça. quoi. En fait, c'est quelque chose qui est là, heu, mais qu'on va pas forcément tester, ici. Du coup, on va changer enfin, on va moquer l'implémentation pour faire croire que la méthode est là quand même, mais comme on va pas la tester, voilà, c'est pas important d'utiliser la vraie, en fait. Parce que parfois ça peut être Mmh. compliqué, c'est une lib et du coup, voilà, il y a peut-être des wrappers à faire autour de nos tests et cetera pour que ça marche. Je pense notamment, on utilise beaucoup moi j'utilise beaucoup, quand il y a du Redux ou et cetera et que Mmh. je vais pas tester ça, quoi. Le stub là, c'est on c'est pas une méthode, enfin, on va dire, voilà, on va dire, on veut tester, si on va tester une méthode, en fait, qui va être appelée dans notre test et on veut qu'elle ait une valeur particulière. Heu, voilà, qu'est-ce qui se passe si, le mock enfin, si la valeur est true? Qu'est-ce qui se passe si la valeur est autre? Et voilà. Le SPY, ça peut être utile, moi, c'est ce que j'appelle les tests d'orchestration, ou ça peut être utile aussi pour la performance. Par exemple, vous avez un bug on vous signale un bug en prod. Il y a 2 appels, le search par exemple, je ne sais pas pourquoi. Il y a 2 appels search qui sont l'un derrière l'autre. En fait, ça peut être utile de faire, du coup de créer un test, qui va écouter, la fonction search et voilà, vous appelez l'autre méthode qui appelle ce truc-là et vous vérifiez par exemple que ça a bien été appelé qu'une seule fois. Et si le test échoue, bah, c'est qu'il y a un problème et du coup là vous allez pouvoir le corriger et en gardant ce test, si la prochaine fois le bug revient, bah, vous allez le voir, au plus tôt. Donc là les mocks c'est, la même chose que tout à l'heure enfin c'est plus ou moins la même chose que le stub, dans mon idée, sauf que là on va vraiment moquer un objet beaucoup plus gros. Voilà, en tout cas ce sont des aides, c'est différent, ça va nous aider Mmh. à écrire nos tests, voilà, parce que parfois c'est un peu compliqué, on utilise une librairie comme j'ai dit tout à l'heure, pour Redux ou des choses comme ça qu'on n'a pas envie de tester, mais ils sont là pour que enfin Mmh. il faut faire quelque chose pour que le test fonctionne et du coup, il y a ces différentes approches. Mmh. Et juste un petit aparté rapide, je pense que tu es déjà arrivé dans des équipes où, tu avais en face de toi, 1 ou 2 personnes qui, alors si je parle d'un contexte où, il n'y a pas encore de test parce que j'en sais rien, pour, plein de raisons historiques, tu es sur une base de code où il y a quasiment pas de test et donc ça fait pas partie des pratiques de l'équipe. Oui. Tu as 1 ou 2 personnes qui sont moteurs, et la grosse majorité qui est pas trop favorable, voilà, qui a un petit peu de mal à accrocher. Voilà, qu'est-ce que tu comment tu peux essayer d'amener ces premières étapes, ces premières victoires, comme voilà, que ce soit en Mmh. termes Pour essayer de de développer la motivation? pratique, tu veux dire dans Ouais, l'équipe? ouais, c'est ça. Comment tu peux l'amener, convaincre les gens? Est-ce que c'est avec la pratique qu'ils vont être convaincus d'eux-mêmes que, ouais, c'est bien? Ouais, bah, moi ce que je recommande, alors j'ai testé la méthode essayer de vendre les tests, ça marche pas, hein. En fait, ce qu'il faut faire, en gros les tests ou même il y a des endroits où on vous dit: «Non, les tests, on fait pas de tests ici» et cetera. En fait, pour moi, les tests, c'est une pratique, c'est une bonne pratique et bah, si vous voulez en faire, vous en faites quand même dans votre coin. Hem, vous les faites, en fait. Pour moi, c'est compris dans le prix, en fait. Voilà, si je fais venir un menuisier pour, construire un meuble, je vais pas lui filer un couteau à beurre pour, voilà, pour faire son truc. C'est lui, il ramène ses outils et il va faire son travail, comme il sait faire. Et bah, les tests, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que si vous avez l'habitude de faire des tests, hem et bah, vous faites vos tests. Alors ça peut être, vous les faites en local, par exemple. En plus, c'est du code qui va pas aller en prod, donc je vois pas d'inconvénient à le pousser sur le repo.
Par contre, ce qui peut être pas mal, c'est d'en parler un petit peu, de dire voilà, si vous faites des code review du pair programming, c'est pas mal d'amener une personne de votre équipe à venir voir un peu comment ça se passe. Peut-être qu'en fait, dans certaines équipes, les équipes qui font pas de tests, c'est où ils savent pas en faire. C'est souvent le fait qu'ils savent pas en faire en fait. Et du coup, pour eux, c'est un boulet qu'on leur met à leurs pieds. Ils ont l'impression de perdre, de perdre du temps, c'est compliqué. Alors qu'en fait, pas du tout. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez commencer par faire des tests unitaires sur une méthode, des méthodes utilitaires, etc. Et du coup, vous allez pratiquer et vous allez explorer d'autres styles de tests, etc. Donc ça, c'est une certaine forme de changement à amener qui peuvent être progressifs peut-être par l'intermédiaire de soit de sessions de pair programming si on sait déjà faire, soit par des katas ou des dojos, des choses comme ça qui peuvent Exactement, faire changer les mentalités et de se dire ouais, c'est pas si compliqué en fait. Et je exactement. vois Et en fait, l'intérêt quoi. c'est bien d'en parler, mais c'est mieux d'en montrer en fait. Mm. Si vous voulez entraîner les autres enfin amener les autres à faire ça. En gros, il faut leur montrer comment ça se passe et leur montrer qu'est-ce que ça vous apporte, etc. Et ça peut être, par exemple, ça peut être un cas d'usage, ça peut être, il y a un bug en prod, il n'y a pas de test, et du coup, vous allez montrer en fait comment vous avez résolu ce bug en écrivant un test. Vous écrivez le test, vous montrez que le test, en gros, je sais pas, on l'a vu tout à l'heure, 2 plus 3, ça doit retourner 5. Et là, on voit que dans tel cas, ça retourne pas 5. Du coup, je l'ai vu grâce au test. Donc, je vais corriger ma méthode. Et puis, le test, vous allez le garder. Comme ça, c'est la prochaine fois, ce bug réapparaît. En fait, il réapparaîtra normalement que de votre côté. Et pas dans l'environnement de recette, pas dans l'environnement de production. Donc les Ça tests marche. d'intégration, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc effectivement, c'est les tests que normalement vous allez en avoir le plus. Surtout si vous testez l'intégration de différents composants. Si vous faites des tests sur les méthodes utilitaires ou enfin tout ce qui est un peu back-end, les appels API, etc., vous allez plus avoir des tests dits unitaires. Vous allez tester des algorithmes, des choses comme ça. Et quand vous allez tester les composants, vous allez plutôt faire des tests d'intégration. Alors il y a des outils pour ça. Il y en a plusieurs. Moi j'ai une préférence pour Playwright, mais ah oui, je ne vous l'ai pas montré tout à l'heure, mais par exemple pour les tests de snapshot, je reviens juste sur les tests de snapshot, voilà, ça se passe comme ça. Donc en gros, vous avez votre composant qui est un bout de HTML, vous lui passez une variable, et par exemple vous allez dire voilà, si je passe true, je vais avoir tel type de snapshot, et si je passe false, je vais avoir tel type de snapshot. Et si par exemple demain vous changez ici, vous rajoutez, je sais pas moi, un label ou quelque chose comme ça, en fait vos tests ils vont échouer. Parce que vos tests, les snapshots, en fait, ça ressemble à ça. C'est vraiment le composant tel qu'il va apparaître à l'écran. Et du coup, par exemple, si vous avez rajouté un label, quand vous allez mettre à jour, il va rajouter le label. Mais au moins, vous aurez vu qu'il y a quelque chose qui a changé dans ce composant-là. Après, il peut très bien avoir changé parce que c'est ce que vous vouliez. Mais c'est important de le voir. Et donc, si on revient sur les tests d'intégration, donc là, par exemple, avec Playwright, donc là, ça va peut-être vous donner l'impression à certains que je fais un test end-to-end, mais Ah, en ce que j'allais fait, dire. non. Parce que D'accord. je moque les données. Donc là, il n'y a vraiment pas d'appel serveur. Donc c'est vraiment pas end-to-end. C'est pas de la donnée, de la base de données jusqu'à l'écran. C'est vraiment, je teste que le front là. Et par contre, j'ai besoin pour tester ça de le lancer dans un browser. Voilà, et ensuite, donc il y a une bonne pratique pour ce genre de test. C'est d'utiliser un pattern qui s'appelle le page object.
Alors ça ressemble à quoi ce truc-là? C'est en gros, bah, votre page, vous allez décrire votre page et donc là-dedans, vous allez par exemple, lui dire, bah, voilà, si le bloc est visible, c'est parce que le bloc identifieur que j'aurais créé ici, donc c'est quelque chose qu'on va lui passer. Donc par exemple, je sais pas, ça va être, regarde si le bloc, summary est visible. Si je reprends cet exemple-là. Par exemple ici, il est pas visible et si je clique et je commence à faire des choses, voilà, ici le résumé, il est visible. Et donc justement pour tester ça, on a vu qu'il fallait faire un clic ici sur une des cotes, entrer une mise et seulement à ce moment-là, j'affiche le résumé. Et donc ici, c'est ce qu'on teste, c'est ce que je vais tester. Donc là, il y a toute la partie, configuration technique qui est liée en fait au framework ou à la lib que vous utilisez. Et après, c'est vraiment que des tests comme on a vu tout à l'heure. Donc voilà, donc là par exemple, quand je load la page, bah, je m'assure que ma liste elle est visible. Je m'assure que le steak il est visible. Alors le steak c'est quoi? C'est ça, la mise. Et que, ah non, pardon. Quand j'arrive la première fois, ça c'est le premier test, j'arrive la première fois, on voit vraiment que ça. Donc on voit pas le steak et on voit pas le résumé. Donc ce test-là, c'est ce qu'il dit. Vérifie si la liste elle est visible. Oui, elle est visible. Si c'est pas visible, c'est pas visible. Et ensuite, ben, on va faire des tests de plus en plus pas compliqués, mais qui vont amener des choses en plus. Par exemple, ici, il y a clic du bouton. Et donc, si je clique le bouton, je veux voir, je veux que le steak, cette fois-ci, qui était false ici, il soit true. Donc là, ça va tester ça, par exemple. Et ainsi de suite. Et on incrémente. Et ensuite, la dernière étape, bah voilà. Je clique sur le bouton, donc ça fait apparaître le steak. Je vais pouvoir saisir quelque chose dedans. Et je vérifie qu'ensuite le summary est bien disponible. Donc, par exemple, ça va faire ça, ce test-là. Alors les tests comme ça, quand on va les lancer, on peut les lancer dans des browsers qu'on appelle headless. Donc on ne verra pas le browser qui va popper comme ça. Et ça nous permet de les lancer par exemple dans une CI et pour qu'ils soient beaucoup plus rapides. Et si vous avez besoin de les lancer pour débugger, par exemple, vous pouvez. Normalement, ici, il y a de la conf. Et donc là, vous allez pouvoir ralentir, par exemple, le test. Parce que, en fait, cet outil-là, c'est vraiment fait pour tester du front-end comme ça, mais assez rapidement pour de la CI. Mais vous avez des paramètres à modifier si vous voulez le voir. Par exemple, là, si je fais ça, là, si je le laisse comme ça et que je lance un test, alors ça va être un peu long, mais parce que moi, j'ai une vieille bête. Alors, je le vois pas. Je les avais lancés là. Donc là, par exemple, si je le lance, donc ça va démarrer, hein, ça va créer un browser, etc. Ça va me jouer le test. Donc là, par exemple, betting page. Il va me dire si c'est bon, si c'est pas bon. Et j'aurais rien vu, en fait. Tout se passera dans la console. Par contre, si je le lance en faisant ça, par exemple, je peux même mettre des DevTools, si jamais ça m'intéresse. Donc là, je vais juste le fermer, je vais le relancer. Il est là. Tac. Non. Il veut pas. Bon, ça c'est l'effet démo. J'ai tout lancé d'un coup. Tac. Je vais juste arrêter ça. Ça, après, tu peux le lancer sur d'autres navigateurs en headless, j'imagine, peut-être du Firefox ou ce genre de choses, ou tu es contraint du Ouais, on Chromium? peut. Ouais, Bah, ça dépend les librairies, les frameworks, mais dans la documentation, c'est assez bien renseigné. On peut lancer à l'époque, on pouvait lancer un Internet Explorer, des choses comme ça. d'accord. Donc là, si je le lance, un premier test, en fait, on va pas le voir, mais le deuxième, on va le voir Mmh. normalement. En attendant, il y avait une remarque dans le chat, quelqu'un qui demandait par rapport au test snapshot, est-ce que c'est dépendant du style?
CSS, j'imagine. Est-ce que ça fait casser ton snapshot ou pas si jamais tu changes le CSS d'un composant, ce genre de choses? J'espère avoir bien compris la Ça va question. ouais, en fait, ça va casser votre test, si par exemple, je retourne sur le composant. Si par exemple ici, bah, vous allez rajouter en fait, si vous modifiez ce qui est statique, si par exemple ici vous rajoutez un paramètre classe, là ouais, ça va le casser. Par contre, si vous faites du style, et qu'il y a pas de classe en fait, ça va pas tester le rendu. Ça va tester, le HTML en fait. Ce qu'on voit quand on fait clic droit dans la page, voilà. Je sais pas si ça a Ça marche, ouais. répondu à la question. Je Alors là, je sais je pas, le pense, test il ouais. s'est lancé, on l'a pas vu, mais je crois qu'il est parti, le navigateur, je sais pas où il était. Mais sinon, ouais, ça vous ouvre, et cetera. Donc là, par rapport à ce que tu montrais, en fait, ça veut dire qu'il faut bien identifier ces composants dans la page parce qu'on voyait dans les tests que tu identifiais des éléments dans ton DOM par rapport à au style, enfin aux classes Exactement, peut-être ouais. ou autre chose. Et donc ça, souvent, c'est des choses que quand les gens mettent en place du playwright, enfin, j'ai déjà eu le cas où, en fait, après coup, bah, on met au propre un peu nos identifiants de page parce que, en fait, sinon, on n'arrive pas à les identifier, quoi. Comme tu le fais Exactement, ici, donc quoi. là, par exemple, ce truc-là, ouais, c'est des identifiants, donc ça peut être, des data attributes. C'est pas mal d'utiliser des data attributes. Il y en a qui le font avec des classes CSS. C'est une Mmh. option, mais c'est bien à ce moment-là de signaler, dans le nom de la classe que c'est quelque chose qui sert pour les tests, en fait. Donc ça peut être, je sais pas, test, enfin end-to-end, notre classe. Après, c'est mieux je passe par les data attributes, il y en a qui passent par les ID, les composants. En fait, c'est au choix, c'est au choix, ça se discute. Ça marche. Ouais. Et donc pour les end-to-end, on l'a vu, c'est vraiment de tester les parcours critiques. Et donc là, sur un environnement de pré-prod, si vous avez, généralement, on fait ça sur un serveur de recettes. Et donc là, ça va tester un peu ce qu'on a vu là, mais directement, sur l'environnement de recettes. Donc c'est un peu plus long. Ce sont des tests un peu plus longs. Zen, ouais, ça c'est, bah, faut penser, il y a d'autres, enfin, il y a pas mal de bonnes pratiques, qui sont pas que sur les tests. En fait, faut pas se centrer que sur les tests. Les tests, c'est bien. Mais si vous avez une approche, voilà, si vous codez pas trop vite, faut prendre le temps de réfléchir à ce qu'on fait. Il y a des patterns comme Kiss, par exemple, c'est, ce qu'on a vu tout à l'heure. Écrire le minimum de code qui fait passer le test, ça, c'est une bonne pratique. Yagni, faut pas anticiper, en fait. C'est pas la peine de créer je sais pas moi, c'est pas la peine de créer des méthodes, que vous allez peut-être pas utiliser. En fait, Mmh. créez vraiment la méthode au moment où vous en avez besoin. Et souvent, ce truc-là, on voit qu'il est pas respecté quand il y a du code commenté. On a commencé à écrire du code, puis finalement on revient un peu sur ce qu'on voulait faire, donc on le met en commentaire, on le laisse de côté. En fait, c'est pas mal d'éviter ça, parce que souvent ce code-là, il peut potentiellement partir en prod et si par exemple c'est un autre développeur qui passe derrière vous, alors en prod il y aura pas d'impact, mais par contre s'il y a un autre développeur qui passe derrière vous, il va voir le morceau de code, commenté. Il va pas forcément savoir si c'est du code, si c'est après un retour d'un bug par exemple, il va pas savoir si le bug est dû, au code qui est commenté et du coup il va le décommenter ou alors si, non c'est du code mort. Donc voilà, il y a pas mal de choses, je vous invite à lire Clean Code et cetera, si vous connaissez pas. Vous verrez en fait c'est des retours d'expérience de développeurs qui ont beaucoup d'expérience et qui vont dire: «Bah voilà, par rapport à mon expérience, j'ai vu que ça marchait bien», et cetera. Donc il y a pas mal de choses, intéressantes. Après appliquer, à pas appliquer, c'est un peu comme vous le sentez, voilà et puis après pour aller plus loin, bah, il y a des techniques vraiment, en plus de tout ce qu'on a vu, donc les tests, et cetera. Bah, le pair programming, c'est pas mal, hein, ça permet de prendre du recul, de discuter, surtout d'avoir des discussions, sur, «Est-ce que tu penses que, voilà, je devrais pas rajouter un test?» ou voilà, ça engage la discussion et ça permet de diffuser,
les bonnes pratiques. Le code review, si vous faites pas de pair programming, c'est pas mal aussi. Vous créez une PR et puis bah voilà, il faut qu'il y ait un échange. Par contre, si c'est juste une PR et que il faut attendre qu'une deuxième personne valide pour que ça parte, c'est pas top quoi. En fait, le code review, le pair programming, c'est vraiment l'intérêt de tout ça, c'est vraiment les échanges humains en fait. C'est hyper important. Il y a les tests, il y a le côté technique. En fait, le côté technique, il est important parce que on va l'automatiser. Du coup, on va écrire le test et puis c'est pas la peine de les retester à la main. Ils vont se rejouer et s'il y a un problème, ça va vous l'indiquer. Le pair programming, code review, tout ça, c'est vraiment en amont, quoi. C'est en amont ou après avoir écrit le code. Ça permet de faire un point, etc. Bah oui, être en veille, je pense que tout le monde le fait, hein, de lire des articles ou les nouveautés, s'interroger un peu sur ce qui existe de nouveau. Pourquoi pas faire des tutos, des choses comme ça. Quand vous utilisez un framework, c'est bien d'aller voir la doc et de voir aussi bah, les personnes. Je pense notamment à React. Je crois qu'il y a un des développeurs de React qui partage beaucoup sur pourquoi ils ont fait ça dans React, etc. C'est pas mal de se renseigner là-dessus, parce que d'une, ça nous apporte des connaissances qui sont pas inutiles, et, et parfois ils nous partagent des bonnes pratiques, notamment sur React, etc., sur Redux, qui sont intéressantes à réutiliser dans nos projets. Après, pour aller beaucoup plus loin, il y a ce qu'on appelle les design patterns. Donc, c'est des catalogues de solutions adaptées à des problèmes qu'on rencontre assez souvent, notamment un des plus connus que enfin, dans les frameworks, etc. C'est beaucoup utilisé, mais vous les utilisez aussi pour le coup. Je pense notamment au singleton. Donc, singleton, c'est on crée un objet, il n'y aura qu'une seule instance dans toute l'application. Donc, à quoi ça sert? Bah, ça sert à pas charger la mémoire. Par exemple, ça sert surtout pour des choses qui sont transverses. Je pense notamment aux librairies de log, etc. Le log, c'est vraiment transverse, et du coup, c'est pas la peine dans chaque composant de recréer une instance de logger. On le crée une fois par exemple au chargement de l'application, et ensuite on va réutiliser cette instance, puisqu'en fait on va juste utiliser une méthode en passant un nouveau message. Donc, voilà. Et il y en a plein d'autres, hein. Je vous invite à aller regarder si vous ne connaissez pas. Et puis après, c'est vrai qu'il y a une bonne pratique, c'est de partager ses découvertes ou d'en faire profiter la communauté, un peu comme ce que je fais là. Parce qu'en fait, pour la préparation de ce webinaire, j'ai pu remettre, enfin voilà, j'avais peut-être aussi des choses que je pensais ou que j'avais oubliées, et du coup, ça m'a permis de refaire un point là-dessus. Donc c'est pas inutile, c'est vraiment, et puis je pense que, enfin, j'espère vous avoir donné quelques bonnes pratiques sur ce webinaire. Voilà. Après, je vois pas les questions, je vais regarder si vous avez des questions. Moi, j'en ai pris quelques-unes et je t'en ai donné quelques-unes. S'il y en a d'autres, n'hésitez pas. Moi, j'en ai une qui me vient par rapport au test end-to-end. Je vois de plus en plus en fait émerger des outils, notamment avec Playwright et Cypress, où il y a un mode recorder. Et j'ai l'impression que ces outils-là visent à être plutôt utilisés par ce qu'on appelle les gens du métier, parce que finalement, ce sont ces personnes qui vont définir les scénarios dans l'outil, etc. Voilà. Est-ce que finalement, toi, ton point de vue, les tests end-to-end, c'est plutôt ces personnes qui vont les écrire, ou bien ça va être plutôt des devs, et pour savoir comment on va tester, finalement, on va utiliser ce qu'on a écrit dans le TDD, et en amont, on n'a peut-être pas eu le temps de l'aborder, j'imagine, le BDD aussi, pour trouver des scénarios qu'on va ensuite retranscrire dans le code. Est-ce que tu as un point de vue sur ça? Ouais, en fait, ça va dépendre de l'organisation de votre équipe. S'il y a que des devs, par exemple, et qu'il n'y a pas de ce qu'on appelle de QA, enfin de personnes qui s'occupent que de ça, c'est mieux de les coder. Après, si vous voulez record, vous pouvez faire le test. La problématique du record, je me souviens, c'était à l'époque, alors peut-être que c'est plus le cas, mais à l'époque, c'est que ces tests-là sont cassants
enfin, sont beaucoup plus cassants que les tests qu'on écrit soi-même. En fait, j'en écris pas, donc c'est Mmh. compliqué de répondre à ta question, mais de mon expérience, ceux qui utilisaient ce genre de choses, c'était vraiment des personnes qui font que ça toute la journée, qui D'accord. écrivent des tests ou des personnes métiers, effectivement. Et donc eux, comme ils ont que ça à s'occuper, entre guillemets, parce que je pense qu'ils font d'autres choses, mais comme ils préparent les scénarios, et cetera, pour eux, voilà, ils vont enregistrer et ils vont pouvoir rejouer. Ça va être rejoué dans leur environnement. Donc, si ça casse, voilà, ils vont nous le signaler. Mais nous, par exemple, en local ou sur notre environnement de dev ou de recette, c'est bien d'avoir un retour quand même sur ce type de test. C'est ce que je disais, en fait, Mmh. les tests end-to-end. De notre côté, on va vraiment sécuriser les gros parcours, les parcours les plus Ouais. importants. Mais si par exemple il y a un service de QA, eux, ils vont tester beaucoup plus de choses. Ils vont tester beaucoup D'accord. plus de scénarios. Mmh. D'accord, ouais, donc c'est très dépendant de l'organisation, quoi. Ouais, je pense que c'est très dépendant de l'organisation. OK. On a une Après, autre je vois pas question, mal alors de questions, peut-être ouais. que ouais, est-ce par rapport au test de snapshot, donc tu utilises, quel outil ou quelle librairie? Est-ce Alors moi, j'utilise Jest, mais Jest, après, ouais. VueTest, je crois il le fait aussi. Il faut regarder la doc de votre D'accord, librairie mais généralement, ils l'embarquent tous. ça marche. Après, voyons, il y a eu pas mal de petits commentaires sur alors notamment sur la sémantique, de test unitaire, peut-être enfin, la granularité du test, qu'est-ce qu'on testait dans les tests unitaires? Voilà, il y a eu pas mal de choses qui ont été discutées sur ça. Ouais, ouais. Hem, Alors moi, j'ai une approche justement si vous débutez, c'est que, mes tests unitaires, en fait, je les pense et je les écris, avec un pattern qui est given, when then, qui est utilisé en fait quand on développe des tests BDD. Mais je les décris en fait, je décris mes tests unitaires, techniques comme ça et en fait, ça m'aide à structurer l'écriture de mon test. Donc dans le given, mmh, en fait, ça va être les paramètres d'entrée, par exemple. Qu'est-ce qu'on a besoin pour, que la méthode qu'on va tester fonctionne? Ensuite, on va avoir le when, donc quand j'applique la méthode, j'ai un résultat et la partie, test, donc expected et cetera, bah, ça va être, le then. OK, Après, je sais qu'il y a une autre façon de faire le AAA, ouais, je vois. Arrange, Act, Assert. ouais, En fait, c'est vraiment, chacun ça me permet moi d'organiser, l'écriture de mon test et après, bah, j'ai gardé c'est devenu une habitude, donc voilà. d'accord, ça marche. Et on a une autre question de Eric qui te demande: «Qu'est-ce que tu recommandes pour bien architecturer son UI?» Alors j'imagine au niveau des composants. Bah, comme ce que je disais, en fait, de commencer par, donc vous allez avoir votre page, par exemple et bah, vous allez déjà réfléchir au découpage des composants. Donc vous allez les nommer et puis vous allez, vraiment partir du plus petit composant. Ensuite un composant un peu plus gros parce qu'il intègre le petit composant. Donc il va y avoir des composants, en fait, qui vont être dits framework, des boutons, je sais pas, Mmh, un SVG, des choses comme ça, un label, on peut imaginer plein de choses et ensuite des composants dits métiers, donc par exemple une liste d'employés. Donc là, on va réutiliser des composants de framework dans nos composants métiers et ainsi de suite jusqu'à la page. d'accord. Je sais pas si ça répond à la question. Et Eric, nous dira. Mais en tout cas, non, je pense que oui, en tout cas, ça apporte, clairement des réponses par rapport à ça, ouais. Bah, très bien. Je regarde juste, ouais. Merci, ouais, donc apparemment c'est bon pour Eric. Bah, écoute, Ah oui, je voyais, il y avait une question sur TS, oui, TSX. oui, TSX, pardon, ouais, je l'ai Ouais. oublié celle-là. Est-ce que tu as un avis sur ça? Hem, Bah, moi, je nomme mes TS, en fait, quand il y a pas de JSX dedans et en fait, le fait de mettre un X, ça me permet de voir tout de suite que, voilà, j'ai par exemple un code où il y a pas de JSX, enfin, il y a pas de JSX dedans, donc c'est pas un composant. En fait, ça me permet de voir tout de suite, c'est pas un composant. D'accord. Donc c'est une aide visuelle, parce que parfois vous allez avoir, je pense, vous allez créer un modèle, employé
Et vous allez avoir aussi un composant employé, par exemple, qui va représenter une certaine. Et du coup, si vous mettez TS et TS, bah, déjà ils vont pas être au même endroit, c'est vrai, mais bon, bah, ça me permet de voir que c'est tout de suite un composant. Il y a du JSX. Ça marche. Nickel, merci Hicham. Bah, écoute Jérémy, en tout cas, je te remercie en tout cas pour tous ces points. Je te propose qu'on clôture dans quelques minutes. Je voulais te proposer, je vais partager l'écran en en ouverture aussi. Donc comme tu le disais, voilà, chez Arola, vous avez cette formation front-end craft. Oui. Toutes les personnes d'ailleurs qui sont là aujourd'hui, dans le mail de remerciement, il y aura le lien de la formation. J'essaye en même temps de partager mon écran. Ouais, ça rame un petit peu, je pense que ça va arriver. Je sais pas pourquoi. On est Tout de la d'un même coup, j'ai génération, non? T'as une vieille ah bête aussi? non, 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 j'ai un Asus ZenBook qui cartonne là, mais je sais pas, le partage d'écran là, ça lui a fait une montée dans Chrome là, je sais pas, c'est peut-être mon adblock qui veut pas. Bon bref, ça va arriver. Mais du coup, bon, avant que je la montre, est-ce que tu peux présenter, si tu veux dire deux mots justement de cette formation Craft Frontend que vous proposez chez Arola, comment ça se passe? Est-ce que finalement tu as présenté le gros du contenu mais qu'on va détailler? Comment ça se passe cette formation? Donc là, j'ai survolé un petit peu des concepts qu'on va vraiment en fait travailler, pratiquer lors de cette formation. Donc je voulais montrer l'application, la petite application entre guillemets. Bah, vous allez voir qu'en fait, on va pouvoir utiliser le TDD, BDD, et donc ça permet de pratiquer. On a fait le choix de ne pas choisir de framework, donc de partir sur les web components, bah, parce que pour pas pénaliser ceux qui, par exemple, n'ont jamais fait de React ou ceux qui n'ont jamais fait d'Angular. Comme je pense que c'est plus rare en fait les web components, donc comme ça tout le monde est au même niveau. Et donc il y a quand même un prérequis à cette formation, bah, c'est de se renseigner un petit peu sur ce qu'est qu'un web component. Voilà. Après on fournit plein d'aides dans le README, etc. C'est vraiment guidé, donc ça permet de pratiquer. Et par contre, il y a beaucoup d'autres choses qui sont pas que j'ai pas, qui sont pas là, notamment bah, sur la partie CSS, sur la partie gestion d'état d'une application. Donc, en prenant l'exemple de Redux, mais ça peut être, on en présente d'autres. Donc voilà, il y a pas mal de choses encore à découvrir, hein. Ça marche. Vous la petite question pratique, souvent peut-être je pense que c'est des questions qu'on a souvent. Vous la faites en hybride, en présentiel uniquement, à distance? Ou c'est une On l'a fait moi je l'ai fait en présentiel. Ça nous arrivait de la faire, je crois qu'elle a été mise on fait en hybride en fait, on s'adapte. d'accord. Mmh mh. OK, bah, super. Bah, parfait. Bah, écoute, je regarde juste rapidement s'il y a pas d'autres questions. Hop, ouais, alors ça vous fait un zoom, un effet miroir, donc je vais pas revenir sur mon Formation avec onglet. jQuery, Exactement. pourquoi pas. Et ben, pour juste rebondir sur le dernier point que tu avais présenté, partager ses bonnes pratiques, bah, ça tombe bien, c'est vraiment, d'ailleurs ce qu'on a nous chez Promise, comme approche en termes de philosophie. Juste, voilà, je dis juste 2 phrases par rapport à ça. Donc, pour, celles et ceux qui connaissent pas Promise, on est une solution, donc on est éditeur et on développe une solution de partage de bonnes pratiques. Le but de Promise, c'est de faire émerger en équipe des standards de code qu'on a envie d'appliquer dans notre contexte. Donc, bah, en fait, l'idée, c'est assez simple. On a des extensions pour tous les principaux IDE du marché, pour les revues de code, pour pouvoir s'intégrer dans les merge requests et les pull requests dans les process de revue de code. Le but étant que par la suite, en fait, on fasse émerger ce qu'on appelle ici des bonnes pratiques. Donc là, je vous montre même notre Promise à nous, où bah, notre CTO Arthur montre régulièrement des choses, surtout en CSS. Et donc bah, l'idée, c'est quand vous voyez un bout de code qui, selon vous, voilà, est pas forcément une bonne pratique, le but, c'est pas juste de le corriger dans votre coin. Et comme tu le disais, en fait, Jérémy, le but, c'est aussi de le partager au reste de l'équipe pour qu'on apprenne et qu'on décide finalement si cette manière de faire, c'est pertinent. Et donc le but aussi, le principe de Promise, c'est d'avoir des ateliers réguliers de revue de pratique où on vient passer en revue les contributions de chaque personne. Et donc là, bah, vous voyez ici l'idée de cette pratique-là, c'est qu'ensuite on en discute ensemble pour voir est-ce qu'on est d'accord. Donc ça, c'est des ateliers qu'on fait généralement une à deux fois par mois.
Voilà, donc là, c'est du CSS, c'est pas du tout ma spécialité, mais voilà, en gros, on adresse n'importe quel type de sujet et donc dans le cadre d'un développement front, effectivement, ça fait sens aussi, quoi et donc ça finalement, le but de la plateforme, c'est vraiment d'être un support, pour faire véhiculer justement, ces bonnes pratiques et pouvoir aussi se les partager, entre différentes équipes, quoi. Voilà pour le petit aparté rapide. Juste avant te laisser là potentiellement là, si tu as encore un mot à dire, je présente juste voilà, nos prochains webinars voilà, sur ce slide un peu moche, mais en gros, c'est juste pour les annoncer si jamais voilà, ça vous intéresse sur les 3 prochains. Semaine prochaine, on va parler d'infrastructure as code, donc Ah sympa. un autre sujet. Voilà, on était très très front, là on va un peu plus loin dans le bac. Donc avec Bertrand Thomas qui nous parlera un peu de ça et surtout quand est-ce qu'on le met en place, voilà, parce que parfois on se jette un peu dedans sans trop voilà, savoir un peu où on met les pieds. Dans 2 semaines, on parlera de DDD avec Khaled Souf et comment ça peut nous aider à travailler sur du legacy. Voilà, toujours un sujet intéressant, le legacy. Et après, Souvent sans test, ouais, souvent sans ouais, test. Donc exactement. c'est Donc, pas mal. comment on s'en sort? Voilà. On a eu, il y a 2 semaines, Nicolas Carlo qui nous a donné d'autres techniques aussi. Donc là, ça va être complémentaire. Et tu parlais de revue de code, bah là, on parlera vraiment aussi Mmh. de bonnes pratiques de revue de code avec Eric Usuro, qui est un software engineer chez Datadog, passé aussi par Google avant, et qui nous partagera. On a fait un meet-up, s'il y a des gens qui sont de Bordeaux, on a fait un meet-up à Bordeaux JS il n'y a pas longtemps avec lui, où en fait, on va un peu, voilà, on va partager finalement sur ces process de revue de code, pas mal de bonnes pratiques par rapport à ça. Voilà. Donc, si vous êtes là aujourd'hui, probablement vous verrez passer une notif. Sinon, toutes les infos sont sur notre page Yes. webinarpromise.com. Et tout comme tous nos webinars seront enregistrés et disponibles sur YouTube le jour suivant. Est-ce Cool. que tu as un dernier point à ajouter Pour moi, c'est tout bon. Après, je pense que tu vas partager, enfin, tu peux partager aussi mon adresse mail à Rola si jamais il y a des questions si des personnes veulent avoir des précisions sur certains trucs. Qu'ils Ouais, n'hésitent pas. J'ai un repo GitHub aussi si vous me cherchez. Goupil Jérémy, je pense que vous allez me ça trouver. marche. Je me permets de mettre l'adresse dans le chat si ça te dérange pas. Non, ça ne me dérange pas. Tu veux que je Parce le que là, le mette? mail est. Bon, écoute, je la mets. Voilà, c'est que le Vas-y, mail est vas-y. déjà paramétré, donc je n'aurai pas le temps de le mettre. Voilà, je la laisse si vous avez d'autres questions. Yes. Et, et puis, bah, écoutez, je vous propose qu'on s'arrête là pour aujourd'hui. Voilà, ça nous fait 13h40 à mon avis. Si les gens n'ont pas encore eu le temps d'aller manger, c'est un bon moment. Bon, en tout cas, encore merci beaucoup Jérémy pour cette présentation très claire et très instructive. J'espère que ça vous aura intéressé. Merci à l'audience, merci aux gens d'avoir été réactifs dans le chat, ça fait plaisir. On va continuer un peu d'animation et Ah, c'est d'échange. sympa, ouais. Et donc, bah, écoutez, je vous souhaite en tout cas de bien de vous porter bien, de passer une très bonne journée, et puis j'espère qu'on se retrouvera à un prochain webinar. Alors, À bientôt. encore merci beaucoup, Jérémy. Bonne journée. Salut, bonne journée. Au revoir tout le monde. Au revoir.